se retrouve pour une nouvelle semaine de carnet de lecture. Nous sommes donc le lundi 12 juin et je vous retrouve après quelques semaines d'absence. Ce week-end, nous étions dans le golfe du Morbihan, au bord de mer. Ça nous a fait du bien, ça nous a permis de recharger les batteries après ces 15 jours très difficiles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai été absente par ici et la raison pour laquelle j'ai été relativement silencieuse. On a vécu 2 semaines très compliquées. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais revenir un petit peu à la normale et reprendre les carnets de lecture, ça me fait du bien. Donc c'est pour ça que je suis de retour parmi vous pour vous parler lecture. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, j'ai lu pendant ces quelques jours d'absence et je vais vous parler de ces lectures, bien sûr. Je vous avais laissé en vous parlant de ma lecture audio en cours qui était un partenariat avec NetGalley et Audiolib et c'était Les ailes collées de Sophie Debert. J'ai adoré cette lecture, je ne vais pas vous en reparler pendant 1000 ans parce que ça n'a pas d'intérêt. Vous pouvez avoir un avis quand même globalement assez complet sur mon dernier carnet de lecture, mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai adoré, ça a été un véritable coup de cœur cette lecture. Pour moi, c'est une lecture marquante, impactante, qui reste vraiment en tête pendant longtemps. Et je suis vraiment ravie de l'avoir écoutée en audio. De toute façon, que vous l'écoutiez ou que vous le lisiez, je pense que ce sera un carton plein, honnêtement. C'est une très très belle histoire, c'est quelque chose d'incroyable et c'est extrêmement bien écrit. Donc je ne peux que vous le recommander. Foncez en librairie et achetez Les ailes collées de Sophie Debert. Je vais également vous parler de 2 lectures que j'ai faites récemment qui sont des lectures qu'on pourrait catégoriser comme lecture feel good. Ce sont des lectures assez légères, assez rafraîchissantes puisque j'avais grand besoin de quelque chose sans prise de tête, très léger pour m'aider à passer le cap de ces dernières semaines. J'ai donc décidé de me plonger dans la lecture du dernier roman de Sandra Martineau, qui n'est autre que Petit bonheur à tous les étages, que j'ai ici sur ma liseuse. Encore une fois, c'est un partenariat avec NetGalley et la maison d'édition Exo, ce qui explique pourquoi je l'ai sur liseuse. Je vous montre un. Alors, je ne sais pas si vous verrez beaucoup, mais ça, c'est la couverture. La couverture en version papier, elle est très colorée, très estivale finalement. Donc j'ai lu ce roman-là et j'ai également lu un autre roman qui est également un roman que l'on peut catégoriser comme un roman feel good, qui est un roman de Charlotte Léman, Si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte meringuée. Donc, Petit bonheur à tous les étages de Sandra Martineau, c'est un roman que j'ai été ravie de découvrir. Je ne vous raconte pas tout mon vécu avec l'autrice, puisque je vous en ai déjà parlé dans dans le dernier carnet de lecture. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un roman où on fait la connaissance de Johanna. Johanna est une mère de famille d'une trentaine d'années qui vit dans le luxe, clairement. Elle a 3 enfants et elle partage ses journées entre ses après-midi au golf, ses soirées mondaines. Enfin voilà, elle vit vraiment de façon assez luxueuse. Son mari est un expert comptable qui a vraiment réussi sa vie et il mène tous les 5 du coup un train de vie assez confortable. Jusqu'au jour où son mari est arrêté pour escroquerie et du coup Johanna se retrouve un petit peu, on va dire sans le sou, puisque tout est bien sûr saisi par la justice. Et donc elle se retrouve à devoir habiter à l'autre bout de la ville, dans une cité, dans un immeuble, voilà, pas forcément conforme aux standards qu'elle s'était fixé elle pendant ces dernières années. Et voilà, et forcément elle débarque dans une cité avec tous les préjugés que l'on peut avoir. Euh, si vous voulez, sur le principe, parce que ça n'a rien à voir, mais sur le principe, ça m'a un petit peu fait penser au film. Comment ça s'appelle ce film? Ah, j'ai un trou, je vais vous le retrouver. Je l'ai. Je voulais vous parler du film Neuilly sa mère. Quoique c'est un petit peu inversé parce que dans le film Neuilly sa mère, c'est plutôt un jeune des banlieues qui débarque dans la ville de Neuilly. Là, c'est plutôt l'inverse du coup. Dans ce roman-là, c'est vraiment, on va dire, la belle banlieue chic de Neuilly qui débarque dans la banlieue
un petit peu moins chic. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est pour le pitch de départ. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'ai particulièrement apprécié le personnage de Johanna, qui est un personnage qui est fort, qui est assez caractériel, et qui a une carapace bien construite et bien imposante, mais qui finalement se révèle être une femme pleine de douceur, pleine de bienveillance, pleine de surprises et de remises en question. Et c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée. Voilà, je trouve que elle ressemble énormément au personnage principal du précédent roman de Sandra Martineau qui était Changer de ciel pour mieux voir les étoiles. Le personnage principal s'appelait Chloé et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de similitudes entre ces deux personnages. J'ai préféré le personnage de Johanna, j'ai eu un petit coup de cœur pour elle parce que je me suis peut-être un petit peu plus identifiée à ce personnage. Elle est maman de 3 enfants, donc voilà, elle a des problématiques de maman hein, finalement. Il y a beaucoup d'amour dans ce roman et ça fait du bien, tout simplement. On retrouve l'écriture si particulière de Sandra Martineau. Il faut savoir que Sandra Martineau, elle a un humour un peu pince sans rire qu'on retrouve dans Petit bonheur à tous les étages, qu'on avait aussi dans Changer de ciel pour mieux voir les étoiles. Et en fait, elle a une patte qu'on reconnaîtrait entre mille. Donc voilà, quand j'ai lu les 10 premières pages, je me suis dit, ah oui, ok, on est sur du Sandra Martineau tout craché. Et c'est parfait parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de retrouver. Ce qui est assez incroyable d'ailleurs avec Sandra Martineau, c'est qu'elle a un don sans pareil pour créer des environnements au premier abord plutôt hostiles et qui, au fur et à mesure des pages, se révèlent être des véritables cocons. Et clairement, moi, j'avais pas envie de quitter cette cité haute en couleurs avec tous ces habitants incroyables où il y a énormément de solidarité, énormément de bienveillance. Et j'ai trouvé que c'était une lecture qui faisait du bien, une lecture rafraîchissante, une lecture bienveillante. Et moi, je ne peux que vous encourager à plonger dans l'univers de Johanna, dans l'univers de cette cité, pour laisser tomber un petit peu tous les préjugés que l'on peut avoir. Je fais une petite pause avant d'enchaîner avec ce roman-là. Je fais une pause. Alors, j'étais en train de manger une petite gourmandise là. Je sais pas si vous verrez, ce sont des petits morceaux de barre de sésame. C'est mes parents qui m'ont ramené ça de Grèce. Franchement, c'est une tuerie. Je vous montre. Alors, bon, de toute façon, ça vous dira pas grand-chose parce que clairement, c'est écrit en grec. Mais l'adéno légal, c'est barres de sésame. Donc, effectivement, c'est des barres de sésame sucrées. Et c'est trop bon, franchement. J'adore ça. J'ai la chance de ne pas être allergique au sésame. Franchement, c'est trop bon. Vraiment. Donc, après cette aparté culinaire, je reviens vous parler de ce roman-là. Donc, Si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte meringuée, écrit par Charlotte Léman. Juste pour info, il vient de sortir au format poche. Donc, vous pouvez le retrouver à ce format-là en librairie dès maintenant. Donc, je l'ai vu en librairie la semaine dernière, je crois. Donc, vous pouvez le trouver en format plus adapté si vous le souhaitez. Sinon, le grand format, comme vous pouvez le voir, est publié chez l'Archipel. C'est la fameuse collection Instant Suspendu que j'aime beaucoup. Je trouve que les histoires sont toujours assez sympathiques et c'est des belles histoires pour l'été. Donc voilà. Dans ce roman-là, on fait la connaissance de... J'allais dire Charlotte, mais non, elle s'appelle Clémence. En fait, je confonds avec l'autrice, mais non. Le personnage principal s'appelle Clémence. Ouais, c'est ça. On fait la connaissance de Clémence, qui est une Parisienne d'une quarantaine d'années, mère de famille. Elle est mariée avec Antoine et ensemble ils ont un fils, Gabriel, un fils qui a 17 ans à peu près, c'est un jeune homme. Clémence a une relation très fusionnelle avec son fils et en fait elle vit un peu sa petite vie tranquille on va dire. Elle est bien intégrée dans une routine quotidienne, elle ne sort pas trop de sa zone de confort, hein, voilà. Elle va travailler dans un job qu'elle a depuis de nombreuses années avec un boss un peu tyrannique sur les bords, mais elle s'y retrouve dans cette petite vie, puisqu'à côté de ça, elle a une vie de famille relativement, alors je sais pas si on peut dire vraiment épanouie, on va dire qu'elle fait des concessions et des efforts, hein, en tout cas, mais elle mène un peu sa barque, et à côté de ça, elle a une passion dévorante pour la pâtisserie. Donc elle vit un peu sa vie comme elle l'entend, comme elle peut. Son mari, lui, à côté, est quelqu'un d'assez carriériste. Ce qu'il veut, c'est décrocher le poste de DRH de la boîte dans laquelle il travaille depuis un bout de temps.
Et en fait, bah, clairement, c'est sa carrière à lui qui passe avant celle de Clémence. Tout va à peu près bien jusqu'au jour où Antoine décide de quitter Clémence pour une femme beaucoup plus jeune qu'elle et beaucoup plus jeune que lui, puisque clairement elle pourrait être sa fille. Et donc il décide de la quitter du jour au lendemain. Il lui demande quand même de faire une petite coloc tous les deux, le temps de vendre l'appartement et le temps de se retourner, hein, en gros c'est ça. Coloc qui va quand même durer 3-4 mois je crois. Euh, et donc c'est toute l'histoire de Clémence qu'on va avoir dans ce roman. Alors, sans le vouloir, hein, puisque c'était pas forcément voulu en tout cas que je lise ces deux romans à la suite, mais il y a quand même pas mal de similitudes entre le roman de Charlotte Léman et celui de Sandra Martineau, dans le sens où l'histoire là, elle gravite vraiment autour de Clémence, qui est le personnage féminin principal. Et comme dans le roman de Sandra Martineau, c'est vraiment l'évolution de Clémence que l'on va suivre tout au long des pages de ce roman. C'est assez incroyable puisque au début du roman, on fait la connaissance d'une femme qui est un petit peu soumise, hein, finalement, il n'y a pas d'autre terme, clairement. Elle fait des concessions par rapport à son mari, elle s'oublie un peu, tout ça pour que, voilà, ils se disputent pas ou autre. Donc l'objectif pour elle, c'est d'avoir un quotidien bien huilé, bien rodé, et elle s'oublie un petit peu. Et au fur et à mesure des pages, on découvre une femme entreprenante, une femme avec du caractère, une femme qui a envie d'avancer, une femme qui ose sortir de sa zone de confort. Et je trouve que c'est un bel hommage au féminisme en fait, et c'est un bel hommage aux femmes qu'il y a dans ce roman-là. Le personnage de Clémence est un personnage vraiment attachant, vraiment atypique, et c'est un roman plein de positivisme, un roman bienveillant, qui est mis en valeur par une plume, par la plume de Charlotte Léman, qui est une plume drôle et pleine de peps, et franchement ça fonctionne très bien, voilà. Donc j'ai envie de vous dire, moi vu l'état d'esprit dans lequel j'étais, les deux romans que je viens de vous présenter, c'est des romans qui m'ont fait du bien, et c'est tout ce que je cherchais, donc j'irai pas plus loin. Peut-être que certains d'entre vous diront que ce sont des romans qui sont peut-être un peu trop légers ou autres. Moi j'ai pas trouvé, j'ai trouvé qu'il y avait de la légèreté certes, mais ça aborde quand même des thématiques importantes, et notamment dans celui-ci, la thématique de l'émancipation de la femme, de la confiance en soi, et de la place de la femme dans un couple aussi. Et franchement, c'est très rafraîchissant. Voilà. Donc, bah écoutez, laissez-vous embarquer là aussi. Si vous avez envie de tarte au citron meringuée, c'est peut-être le moment de vous laisser tenter par Charlotte Léman. De mon côté, je vais vous laisser ici. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, je pense. Alors bien sûr, j'ai commencé de nouvelles lectures. J'ai notamment commencé, encore une fois, un roman sur Makobo qui est en partenariat avec Ned Gallet, encore une fois. Mais je vous en parle pas maintenant. J'ai bien avancé, j'aime bien, mais je vais attendre de lire un peu plus quand même pour pouvoir vous faire un résumé précis. Donc voilà, je viendrai vous reparler un petit peu plus tard. Je ne sais pas quand exactement puisque j'ai une semaine très chargée. Mais je pense que ça ne va pas se calmer avant le 14 juillet. Donc j'ai envie de dire, et bah tant pis, on va faire avec. Et puis on va quand même tenter de vous faire des petits carnets de lecture sympas malgré tout. Voilà, allez, sur ce, je vous reprends plus tard. Hello, on est jeudi soir, je vous retrouve enfin. On est jeudi soir, 20h, tout pile. Je n'ai pas chômé ce soir, puisque je suis allée chercher mon fils, je l'ai douché, je lui ai donné à manger, je viens de le coucher. Et ce soir, je suis toute seule, donc je vais pouvoir en profiter pour venir vous parler tranquillement et pour bouquiner un peu. J'ai 2-3 chroniques aussi à écrire, 2-3 chroniques en retard à écrire là, donc je vais profiter de ce temps-là pour tout ça. Je voulais venir vous parler lecture, puisque au niveau de mes lectures en cours, j'avance pas mal, j'avance doucement mais sûrement. La première chose dont je voulais vous parler, c'était ma lecture audio. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'ai commencé
ce livre-là, Le Rocher Blanc de Anna Hope en lecture audio. C'est un livre papier qui m'avait été offert par ma belle-mère à Noël, donc je voulais le lire, je voulais pas trop tarder à le lire. Sauf que je pense que je vais abandonner. Voilà, là pour l'instant je l'ai mis en stand-by, mais j'ai vraiment du mal à entrer dans l'histoire. Là je vous ai mis le marque-page, vous voyez, j'en suis page 60, et je trouve ça d'une longueur. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ce livre, je n'arrive pas à comprendre les liens entre les personnages. Là, on suivait une écrivaine qui était dans un bus, une écrivaine dont on ne connaissait d'ailleurs pas le nom, je crois. Et on vient de passer à un chapitre sur un chanteur, dont on ne connaît pas non plus le nom, dans une temporalité qui n'est pas la même que celle de l'écrivaine. Je ne comprends pas le lien entre les personnages, et en fait, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de comprendre. Clairement, j'ai pas envie de m'accrocher pour un livre qui ne va pas, sûrement même d'ailleurs, ne pas me plaire. Donc voilà, donc pour l'instant, je le laisse en stand-by, mais il y a de grandes probabilités pour que je l'arrête complètement. Voilà. En parallèle, au niveau audio, j'ai pris le dernier roman de Olivia Ruiz, qui est Écoutez la pluie tomber, je crois, quelque chose comme ça. Je vous mettrai la couverture là sur le côté. Je l'écoute en audio grâce à NetGalley et grâce à Audiolib, qui me permettent de découvrir ce roman en version audio. Donc c'est un roman audio, enfin un livre audio qui m'est offert par ces deux maisons, enfin c'est la plateforme et la maison d'édition, je vais y arriver. Et voilà, et du coup je suis très très contente de découvrir le roman d'Olivia Ruiz. J'avais déjà lu La commode au tiroir de couleurs, que j'avais moyennement aimé. Mais du coup je voulais quand même redonner sa chance à l'autrice. J'aime bien l'univers quand même qui se passe en Espagne, où il y a une grosse... Ouais, il y a quand même des gros passages et des grosses relations avec l'Espagne franquiste, donc je trouve ça très intéressant. À voir. Là pour l'instant j'ai juste commencé, j'ai dû écouter à peine une demi-heure. Le livre est très très court. Je l'ai vu hier en magasin en version poche, du coup parce qu'il vient de sortir en poche. Et je sais pas, il doit faire peut-être 90 pages, 100 pages, enfin il est vraiment petit quoi. Et donc à l'audio ça fait au total 3 heures d'écoute, donc c'est vraiment pas énorme. Pour le coup je pense que je vais vite le terminer. Et je viendrai vous en reparler à ce moment-là. Je ne vous parle pas de l'histoire parce que pour l'instant je suis pas assez avancée. Si vous l'avez lu, si vous avez déjà lu ou écouté d'ailleurs les romans d'Olivia Ruiz, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je suis curieuse d'avoir votre avis sur cette autrice. Et sinon, côté papier, où est-ce que j'en suis? Eh bien, je suis encore dans ma liseuse, vous allez vous dire ok. C'est vrai qu'en ce moment, je suis très 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 à fond dans les partenariats que j'ai pu obtenir grâce à la plateforme NetGalley dont je vous parlais dans le précédent carnet de lecture. Rassurez-vous, je ne vais pas faire que ça, des partenariats NetGalley, mais c'est vrai que j'en ai quelques-uns et du coup ça me tient à cœur de lire les livres qu'on me propose et puis de rendre mes chroniques en temps et en heure. Donc pour le coup, en ce moment, je suis plongée dans ma petite Kobo, dans un roman que j'avais hâte de découvrir. Il s'agit de Roche de sang de Olivier Bal. C'est le premier Olivier Bal que je lis. Je n'ai encore jamais eu l'occasion de lire cet auteur. Il a écrit une trilogie de mémoires. Vous avez l'affaire Clara Miller, La forêt des disparus et le dernier tome, je ne sais plus comment il s'appelle. Franchement, ça me tentait beaucoup. Mais on était encore sur une trilogie, j'avais pas forcément envie de me lancer là-dedans. Et quand j'ai vu son dernier, là pour le coup, on est sur un one-shot. L'histoire se passe en Corse. Donc ça avait tout pour me plaire, clairement. Donc c'est pour ça que j'ai demandé le partenariat sur NetGalley et j'ai été surexcitée quand j'ai appris que c'était ok et que j'allais pouvoir le découvrir en version e-book. Donc très bien. Je me suis plongée avec délectation dans cette histoire. Donc effectivement, comme je vous disais, ça se passe en Corse. On suit deux frères, les frères Biasini, en 1993, qui sont tous les deux corses. Et en fait, ils viennent d'une famille de mafieux corses, clairement. Leur père était à la tête d'un gros réseau mafieux, on va dire.
Et leur père est décédé, il y a quelqu'un qui a pris la suite, bien sûr, du réseau mafieux, mais ce n'est aucun des deux frères Biasini. Et l'un des deux a quitté l'île pour ne plus, enfin pour tirer un trait sur toute cette histoire de mafieux et compagnie. Mais il est contraint de revenir quand son plus jeune frère, du coup, a des ennuis. Et donc, ils décident ensemble de mener plusieurs braquages. Des braquages un peu spéciaux, puisque ce sont des braquages de yachts qui appartiennent à des milliardaires. Voilà. C'est pour vous planter un petit peu le décor. Donc ça se passe en 1993. Et à côté de ça, il y a une autre temporalité qui se passe 15 ans plus tard, puisqu'on est en 2019. Et donc là, on suit une personne qui est agent Europol. Il s'agit de Marie Janssen, je pense que ça se prononce comme ça. Et on apprend qu'elle est d'origine corse, mais elle vit à La Haye avec son mari et sa fille. Et en fait, elle enquête sur des meurtres de gros mafieux, hein, finalement, on va dire ça comme ça. Personne pas forcément très recommandable, disons-le. Et donc, voilà, et son enquête l'emmène un petit peu partout en Europe. Elle se balade de Londres à Belgrade, en passant par la Grèce. Enfin bon, elle fait plusieurs stops à droite à gauche. Et pour le moment, enfin, si, dans les derniers chapitres que j'ai lus hier soir, je commence à voir les liens entre les deux temporalités. Mais jusqu'à la moitié du roman, on ne comprend pas forcément quels sont les liens entre les deux temporalités. Pour le moment, j'aime beaucoup. On est sur un thriller pur et dur, donc âme sensible s'abstenir, on est sur du sanguinolent, on est sur du violent, on est sur du thriller dans toute sa splendeur, clairement. Donc, si vous n'êtes pas fan du genre, ne vous lancez pas là-dedans, ça vous plaira pas. Par contre, si vous êtes fan, n'hésitez pas, je pense que vous allez passer un excellent moment. J'aime beaucoup l'écriture d'Olivier Bal, je trouve qu'elle est très addictive, très prenante. Une fois qu'on est lancé dans l'histoire, on a envie de savoir ce qui va se passer. Il se passe énormément de choses, il y a beaucoup d'actions et ça nous tient vraiment en haleine. Donc pour le moment, c'est carton plein, j'ai envie de dire. Voyons ce que ça va donner par la suite. J'attends quand même beaucoup d'explications sur les liens entre les deux histoires. On va voir comment ça s'entremêle. Mais j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Si vous avez déjà lu Olivier Bal et que vous avez d'autres livres de cet auteur à me recommander, laissez-moi un petit commentaire, je prendrai bonne note de ce que vous me recommanderez. Et donc ce soir, nous sommes jeudi 16 ? Non, jeudi 15 juin. Jeudi 15 juin, et donc j'entame une nouvelle lecture commune. Alors je vous avoue que ça m'arrange pas trop en termes de timing parce que j'aurais bien aimé finir Roche de sang avant d'entamer un autre roman. Surtout que le roman en question qu'on doit lire en LC avec l'une d'entre vous, donc avec Sandra, eh bien, c'est un thriller. Donc j'ai peur de mélanger un peu les pinceaux entre les deux histoires, on va voir. Et donc le roman que je lis en lecture commune avec Sandra n'est autre que... Je me retourne parce qu'il est juste derrière. Hop. Ne faites pas attention au bazar, là c'est le dessous de l'escalier. Donc vous voyez, il y a des jeux de société, il y a plein de trucs, voilà. Bref, Cinabre de Nicolas Druard, qui est un roman que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, que j'avais trouvé sur Vinted, donc j'étais assez contente. Et donc je l'ai en format en grand format chez HarperCollins noir, mais je crois qu'il est sorti en poche. Je revérifierai et je vous dirai parce que je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, Cinabre. Donc on est sur du gros thriller, hein, comme vous pouvez le voir à la couverture. On n'est pas sur quelque chose de très guilleret, je pense. Hein. Mais voilà le roman que je vais entamer ce soir. Bon, j'ai quand même très très envie de lire Roche de sang, alors je sais pas trop comment je vais m'organiser ce soir. Je ne sais pas. Bon bref, je vous dirai ça plus tard. Je vous laisse là. Je vous reprendrai plus tard et en attendant, j'espère que vous de votre côté, vous faites de très belles découvertes livresques cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Comme d'habitude, j'aime beaucoup parce que ça me permet de découvrir plein de choses. Et parfois, vous avez des recommandations qu'on ne voit pas forcément sur les réseaux et ça fait du bien aussi de voir des nouveaux romans, des nouveaux genres. Donc, n'hésitez pas. Bon,
Eh bien, rien ne va plus. Nous sommes vendredi et je n'ai absolument pas commencé ma lecture commune de Cinabre avec Sandra, contrairement à ce que je vous ai dit hier. En fait, je suis plongée dans Roche de sang de Olivier Ball et j'ai qu'une hâte, c'est le terminer parce que je le trouve excellent. Donc voilà, donc du coup, je suis un peu sur un planning de lecture, c'est un peu n'importe quoi, mais enfin bon, bref, on fait avec. Bon, et puis là, je suis chez mes parents parce que je devais animer une formation en visio ce matin. Enfin bon, bref, je vous passe les détails et j'avais besoin d'un endroit calme sans être dérangée. Donc je suis chez mes parents. Il faut absolument que je vous montre la bibliothèque. Enfin, que dis-je, les bibliothèques de mes parents quand même, parce que c'est très drôle. Alors voilà une partie de la bibliothèque de mes parents. Donc je pense que j'ai à peine assez de recul pour vous montrer la taille de la bibliothèque. Elle fait tout un pan de mur là, dans une chambre, c'est un truc de fou. Et c'est juste trop beau. Regardez-moi ces éditions de malade. Alors vous avez les éditions Cranford là, donc ça c'est ma mère qui fait la collection. Donc elle en a un paquet, hein. Moi j'en ai pas autant, hein, clairement. Là vous avez un super livre sur la mer Celtique, parce qu'il faut savoir que mes parents sont complètement fans de la Bretagne. Un peu chauvin sur les bords quand même. Donc là il y a tout un tas de livres, on sait pas trop ce que c'est. Là vous avez mes petites statuettes, je faisais la collection quand j'étais enfant des statuettes des dieux égyptiens. Donc voilà, elles sont là. Vous avez un peu de Charleston ici. Ah, la maison de l'orchidée. Ouais, vous avez un peu de Charleston. Un Kate Morton quand même. Je l'ai pas celui-là, je crois. Les heures lointaines, je l'ai pas. Je pourrais peut-être le piquer à ma mère, elle s'en rendra peut-être pas compte. Voilà, donc vous avez un petit peu de tout là. Ah, La promesse du Nil, ma mère vient de me dire qu'elle l'avait lu et qu'elle avait bien aimé. Voilà. Et là, on a d'autres romans. Alors, Casanova, je suis presque sûre que c'est à mon beau-père, ça. Mon beau-père est un grand fan de lecture aussi. Alors on n'a pas les mêmes goûts, mais il lit énormément. Vous avez du Marilyn aussi. Alors je ne sais pas si c'est ma mère ou mon beau-père qui est fan de Marilyn Monroe, mais visiblement il y a du Marilyn en veux-tu en voilà dans cette bibliothèque. Bon, et quand je vous disais qu'on était quand même sur des grands fans de la Bretagne et tout ce qui est celtique, là vous voyez les hymnes nationaux des peuples celtiques, gardiens de phare, enfin, bon c'est quand même assez drôle. Les mythes fondateurs de la Bretagne, vous en avez pas mal. Vous avez du Arthur Conan Doyle aussi ici. Et quand même, je voulais vous montrer, parce que cette collection, elle est dinguissime. Je crois que c'est ma mère aussi qui fait la collection. Vous avez la collection de tous les classiques. Alors, je vais essayer de vous montrer plus en haut aussi. C'est trop beau. Et je crois que... Ah mais oui, elle a un de mes livres préférés. Elle a... Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, qui est sans aucun doute un de mes livres chouchous. Voilà. Donc quand même, cette bibliothèque, elle m'envoie du steak. Hein. Hello, on est lundi 19 juin et je reviens vous parler pour clôturer ce carnet de lecture. Je vous ai pas trop pris ce week-end parce qu'on a eu un week-end assez chargé finalement, ça devait pas forcément l'être. Et puis on a vu des copains le samedi, hier c'était journée famille, c'était notamment la fête des pères aussi, donc voilà, ça a été assez chargé. Je reviens pour clôturer ce carnet de lecture. Je vais donc le clôturer en vous donnant mon avis final sur Roche de sang d'Olivier Ball que j'ai terminé il y a quelques jours et que j'ai beaucoup aimé. Donc je voulais quand même vous faire un retour final. Mais avant ça, je suis un petit peu dégoûtée. Il faut que je partage ça avec vous puisqu'aujourd'hui nous sommes le lundi 19 juin et c'est la remise de prix officielle du Grand Prix des lectrices L en direct à Paris au musée du Quai Branly. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, je n'y suis pas, je suis un peu dégoûtée. On était bien évidemment invités en tant que juré à participer à cette journée, donc il y avait toute une journée d'organiser, il y avait cet après-midi des conférences et des échanges avec les auteurs qui étaient organisés, il y avait ensuite toute une partie, alors je sais plus exactement mais je crois que de 17h à 19h il y avait quelque chose de spécifique.
Ça devait peut-être d'ailleurs peut-être être la remise des prix. Et après, il y avait toute la soirée en fait avec les auteurs. Ah oui, non, c'était ça, de 17h à 19h, c'était vraiment une rencontre un peu privilégiée entre les jurés et les lauréats, puisque nous avons déjà eu hein, le nom des 3 lauréats. Et puis sinon, le grand public va découvrir le nom des 3 lauréats ce soir pendant la soirée de remise des prix après 19h. Donc voilà un petit peu, c'était le programme de la journée d'aujourd'hui. J'aurais adoré y aller, mais pour des raisons personnelles et professionnelles, ce n'est pas possible. C'est vrai que le fait que ce soit un lundi, c'est pas forcément hyper évident, notamment pour les personnes qui n'habitent pas à Paris. Donc voilà, ça aurait été un vendredi, c'est peut-être plus facile. En tout cas pour moi, c'était plus simple de m'organiser le vendredi, mais là le lundi, c'est un peu compliqué. Donc je suis un petit peu déçue, mais c'est comme ça. Et puis les autres jurys, je pense, vont prendre grand plaisir à y participer, ça va être très sympa. Malgré tout, je vais vous faire un petit récap, un petit épisode bilan, parce qu'au total j'ai fait 4 épisodes hein, du Grand Prix d'Electrice L sur cette chaîne YouTube. Et je voulais vous faire un épisode bilan avec le nom des 3 lauréats, les livres que moi j'avais beaucoup aimés pendant cette année-là. Et je voulais aussi vous donner quelques petits tuyaux pour votre candidature, répondre un petit peu à vos questions si vous en avez. Donc je pense que je vais ouvrir une boîte à questions sur Instagram. Je vais peut-être aussi le faire ici sur YouTube. Comme ça, si vous avez des questions particulières sur le Grand Prix, n'hésitez pas à me les poser et j'y répondrai dans cette vidéo prévue pour. Et voilà, et j'espère pouvoir être assez exhaustive pour vous donner un aperçu complet de cette année de Grand Prix d'Electrice L. Et j'espère surtout vous donner envie d'y participer vraiment. Si vous avez envie un jour de tenter l'expérience de faire partie d'un jury littéraire, celui-ci est très sympa. En plus de ça, le Grand Prix d'Electrice L ne se focalise pas sur le nombre d'abonnés que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux, loin de là. Donc d'ailleurs, je suis même pas sûre qu'il faille avoir un réseau social hein, pour pouvoir candidater pour le Grand Prix d'Electrice L. Donc c'est plutôt intéressant puisqu'il y a pas mal de prix... Pardon, les jeux de mon fils qui tombent à côté de moi. Il y a pas mal de prix littéraires qui, je trouve ça un peu dommage, mais se focalisent énormément sur le nombre d'abonnés que l'on peut avoir sur les réseaux. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que ça met de côté et ça évince une partie des personnes qui, pourtant, j'en suis sûre, ont des très très bons avis et seraient de très très bons chroniqueurs littéraires. Bref, parenthèse refermée, je vous prépare ça et j'espère que cette vidéo vous plaira. Sinon, pour terminer cette petite vidéo, je voulais vous faire un retour rapide sur Roche de sang de Olivier Bal, qui est ma lecture que j'ai terminée il y a quelques jours. Je vous en avais déjà pas mal parlé, je vous avais expliqué un petit peu le contexte et l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ambiance est très particulière, l'histoire tient la route et l'enquête, elle est extrêmement prenante. Alors, je n'ai pas compris au début, hein, même pendant très longtemps, je n'ai pas compris le lien entre les deux temporalités. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais expliqué qu'il y avait une temporalité qui était plutôt en 1993, l'été 1993, où on avait notamment, où on suivait les 2 frères Biasini, et une temporalité qui se passe 25 ans plus tard. Je crois que dans les précédents plans vidéo, je vous avais dit 15 ans plus tard, mais en fait c'est 25 ans plus tard, hein, ça se passe en 2019. Et du coup là on fait la connaissance d'un autre personnage qui s'appelle Marie. Et donc moi j'ai vraiment mis beaucoup de temps à comprendre, en fait je n'ai jamais compris le lien entre les deux temporalités. Je n'ai compris que quand l'auteur nous l'explique finalement. J'ai cherché, j'ai imaginé plusieurs scénarios et rien à faire, je n'ai pas réussi à trouver la vérité. C'est très bien fait, très bien amené et du coup c'est juste parfait parce qu'on se laisse mener par le bout du nez jusqu'au bout. Les actions s'enchaînent très rapidement. Le style est addictif, hein, le style d'Olivier Bal est vraiment très très addictif. On est sur une écriture très visuelle, presque cinématographique. Donc on a vraiment l'impression d'être dans un film et on se projette très très bien dans cette Corse si particulière, si atypique. C'est une Corse presque montagneuse, brûlante, presque fiévreuse qu'on retrouve ici. Et franchement, c'est très très sympathique. Le roman est sanglant, il est violent, il est brut de décoffrage, mais c'est ce qu'on recherche en tournant les pages d'un thriller, donc on ne va pas s'en plaindre, loin de là. Roche de sang est un thriller comme on les aime, où tout est réuni, une enquête prenante, un rythme haletant, un style visuel, de la violence et du sang.
Bref, je n'ai qu'une chose à dire, à quand le prochain livre d'Olivier Bal. Et ce sera tout pour moi pour ce carnet de lecture. Je n'ai pas grand chose de plus à ajouter en termes de lecture, je suis toujours plongée dans ma lecture audio. J'ai commencé entre temps une nouvelle lecture papier, mais je ne vous en parle pas maintenant, je vous en parlerai dans le prochain carnet. Comme vous l'avez compris, la semaine prochaine, je vous posterai plutôt l'épisode final du Grand Prix d'électrice L, qu'il faut que je trouve le temps de tourner. Et je filmerai du coup le carnet de lecture de la semaine prochaine plutôt sur 2 semaines, comme ça vous l'aurez dans 2 semaines tout simplement. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine, de très belles découvertes livresques et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!